C'est important, hein, parce que... Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média Soir d'Info. La suite avec nous ce soir, le professeur El Hadj Mounirou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Docteur en économie industrielle, auteur de plusieurs ouvrages dont Le chômage Sénégal, problématiques, pistes et solutions, publié il y a 2 semaines chez l'Harmattan. On va en parler, on va parler économie. Mais d'abord, restons sur la contribution que vous avez publiée. Vous appelez dans ce texte le nouveau régime à préférer la croissance économique et la hausse des revenus distribués plutôt que la contraction des prix. Pourquoi dites-vous cela? Oui, il faut tirer les leçons du passé. Je pense que nous avons déjà vécu cette situation en 2011 quand Macky Sall arrivait au pouvoir. Il y avait cette forte demande sociale liée donc à la cherté du coût de la vie. Et quand le président Macky Sall est arrivé, avec l'émotion et le vouloir de soulager les populations, ils sont lancés dans une opération de compression des prix. Et ceci a quand même réduit le PIB en volume. Vous savez que quand on dit PIB, c'est prix fois quantité. Si le prix est faible, le PIB est faible. Donc ce qui a fait que le taux de croissance, les gens ne comprenaient pas pourquoi le taux de croissance était très faible en 2012, très faible en 2000. Il y avait même une guerre des chiffres en 2013, en 2014. Effectivement, il y avait ce qu'on appelle en économie un ratio de sacrifice. Je pense qu'en théorie économique, nous savons qu'en 1961, il y avait Phillips, un économiste britannique, qui avait montré qu'il y avait une relation inverse entre l'inflation et le chômage. Il faut choisir entre maîtriser l'inflation et creuser le chômage, ou bien favoriser des politiques d'emploi et de distribution des revenus. Je pense qu'au Sénégal, on en a vécu les conséquences, on en a vécu les effets en optant pour la compression des prix. Et ceci, quand même, en plus de devoir augmenter la fourchette des subventions, avait quand même créé des tensions budgétaires. Oui. Rappelez-vous que dès le départ, le président Macky Sall est parti à l'étranger pour chercher une rallonge budgétaire qui avait permis à l'État sénégalais d'affronter les premières mesures, telles que les 83 milliards qui avaient été mobilisés pour soulager les populations, le monde rural, la campagne agricole, et affronter les dépenses urgentes qu'il y avait au Sénégal. Alors ça, c'est pour le rappel historique. Mais voilà. Concrètement, aujourd'hui, avec ce nouveau régime, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce nouveau régime, il ne faut pas entrer dans les recommencements. C'est-à-dire que moi, je pense que la question fondamentale qui se pose à eux, c'est trouver une solution au chômage de masse des jeunes. Oui. Donc il ne faudrait pas prendre de mesures qui vont comprimer le PIB et créer des problèmes de création de richesses qui vont dépendre un peu sur la possibilité de lutter contre le chômage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut préférer la croissance, la distribution des revenus, le règlement ou bien la solution au chômage que de compresser les prix. Parce que quand vous comprimez les prix, vous entrez dans un engrenage au niveau des finances publiques. Parce que non seulement vous allez avoir des dépenses fiscales indésirables sur la TVA, parce que vous pouvez comprendre que si un prix est à 100 francs, la TVA c'est 18%. Mais si le prix baisse, la TVA baisse. Oui, donc, mais sauf que dépenses. Là où on attend le nouveau régime, quand même, c'est la baisse des prix tout de suite et maintenant. Et en même temps, c'est dans ce discours qu'ils ont été élus. Est-ce que ça ne va pas créer des problèmes? Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord allier une tactique appropriée, mais également une communication adaptée. Je l'ai bien dit dans la contribution. Je pense qu'aujourd'hui, la principale problématique pour ce nouveau régime, c'est de convaincre les populations qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, qu'ils n'ont pas le droit d'échouer. Nous avons l'ultime occasion aujourd'hui de hisser le Sénégal en modèle économique en Afrique, ayant vocation à inspirer le reste de l'Afrique. Je pense que la volonté est là, exprimée par le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, dans ce qu'on appelle le projet. Il y en a qui me disent quel est le contenu du projet. Le projet existe. Oui. C'est un projet que nous avons défendu. Bah justement, on en parlait. Est-ce que le naming est arrêté? Parce que pour vendre le contenu, est-ce qu'il ne faut pas peut-être pas aller vers... Je ne suis pas dans les profondeurs, dans les coulisses, mais je sais que de la même manière que le Yonou Yokouté avait mené à la SNDES, Stratégie nationale de développement économique et social en 2013, puis au PSE en 2014, le projet va migrer vers un plan national de développement qui va être ficelé dans les prochains jours. Donc je pense qu'aujourd'hui, entre des promesses électorales
formulées sans pour autant avoir, avoir en face la réalité du pouvoir, c'est différent que quand on est au pouvoir et qu'on doit prendre des mesures concrètes qui permettent de se loger dans une dynamique d'émergence, dans une dynamique de développement pour opérer les ruptures qui doivent s'opérer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une communication gouvernementale à dérouler pour convaincre les populations sur cette patience qu'il faut avoir. J'ai dit dans le papier que l'inflation est un sacrifice qu'il nous faut affronter pour permettre aux autres Sénégalais d'accéder à l'emploi. On l'a assez subi, et justement, c'est pour ça que le je pense que les Sénégalais ont voté pour le président Bassirou Diomaye Faye. Et surtout dans un contexte où, disons-le, la demande d'État est très forte. Vous savez, dans la logique de la rationalité relationnelle qu'il y a au Sénégal, entre comprimer des prix, essayer de baisser des prix dont vous n'avez pas encore la maîtrise. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de l'inflation est une inflation importée. Le Sénégal reste encore une économie vulnérable. On a parlé de résilience en 2020. C'est une économie qui est encore dépendante pour le moment. Il faut tenir compte de cette situation de départ pour savoir effectivement qu'aujourd'hui, il faut préférer entre essayer de colmater pour baisser des prix avec des mesures qui peuvent être fragilisées très rapidement ou bien des déconvenus qui vont arriver vite fait pour remettre en cause tout ce que vous avez fait auparavant. Entre donc jouer sur ces prix-là et avoir une politique de distribution de revenus. Vous direz à un père de famille qui a des enfants, entre vous permettre d'affronter entre vous aider à avoir des prix abordables, alors que je ne pourrais même pas le faire dans les bons termes, ou trouver un emploi à quelqu'un d'autre dans la famille, qu'est-ce que vous préférez? Le père de famille vous dira, je préfère qu'un autre enfant ou bien qu'un autre membre de ma famille travaille. Je pense que donc c'est une question de choix, d'arbitrage, de calcul économique qui devrait mener aujourd'hui à prendre les bonnes options en se basant sur une bonne information. C'est pourquoi j'ai dit que les lignes stratégiques ne doivent pas être bâclées. Je pense qu'il faudrait aujourd'hui que la réflexion prospective et stratégique soit bien menée pour prendre les bonnes options qui nous permettront de ne pas tomber dans le piège que nous avons déjà vécu avec Macky Sall. Il ne faut pas oublier que ce qui a plombé le piège la capacité... et surtout les promesses devant cette urgence sociale. C'est ça aussi, le professeur Mounir aussi. Tout le monde s'attend à ce que les prix baissent demain. Et là, vous êtes en train de nous dire que finalement, non, ça va pas se passer comme ça. Ils peuvent baisser, ils peuvent faire un effort. Parce que je pense qu'il y a même en perspective des velléités ou bien des efforts qui vont être fournis en luttant contre la corruption, les malversations, la gabegie au niveau de l'État. Vous savez bien que c'est insuffisant. Il y aura des économies budgétaires qui pourront être remobilisées vers des subventions. Ça, c'est possible. Mais attention, vous savez, en économie, l'économie est régie par des lois. Et ces lois-là sont des lois immuables, même si l'économie n'est pas une science exacte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous dites que je vais subventionner, on vous dit où est-ce que vous allez puiser cet argent pour subventionner. Déjà, il y a un problème de finances publiques qui se pose, la capacité de financement de ces subventions-là. Deuxièmement, vous dites, je vais demander aux commerçants, aux vendeurs de faire des concessions sur leurs marges. Mais aujourd'hui, comment voulez-vous relancer la PME sénégalaise en essayant de réduire les marges? Ça ne sera plus incitatif l'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je propose, devant toutes ces alternatives, les nouvelles autorités choisir de se lancer dans cette dynamique de baisse de prix et de continuer à batailler pour ça. Mais je leur propose mieux, c'est-à-dire de se loger dans une logique de création de richesses, d'augmentation du PIB nominal, de distribution de richesses, de résolution du chômage, que de s'engager dans cette... Mais pour ça, il faudra demander à la population d'être patiente. Oui, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai bien parlé de sacrifice. Je pense que c'est un sacrifice qu'il nous faudrait faire. Mais sacrifice, bon, si on regarde bien, c'est une question de pouvoir d'achat. Mais de combien de temps? Parce que vous dites que le changement, en fait, 2024... c'est le début, en fait. C'est ce que vous nous dites dans votre texte. Ah oui, parce que non, mais moi, je suis dans le réalisme. Nous sommes dans le pragmatisme. Il y a avant le pouvoir, il y a après avoir accédé au pouvoir. La réalité du pouvoir. Il faudrait que les gens acceptent cette situation d'abord pour le nouveau régime. Ce nouveau régime a appelé à une révolution. Vous savez, la révolution a un prix. Il ne faut pas fragiliser ce gouvernement-là. Il faudrait aujourd'hui qu'ils ne se lancent pas dans des opérations de compression du PIB qui va limiter leur marge de manœuvre financière pour affronter les questions et les défis auxquels ils sont confrontés dans les médias. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais doit accepter de permettre à ce régime-là, parce qu'il y a Serigne Mohamed Moustapha Sy Al Maktoum qui disait que la révolte du moins est un produit de luxe. Donc pour vous révolter, pour révolutionner quelque chose, il faut en avoir les moyens. Aujourd'hui, on a trop parlé de
président président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko contre les intérêts occidentaux. Il y a une justement, je voulais en venir. Il faut déconstruire l'image de confrontation avec l'Occident et la France qui est collée au président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Il n'est aucunement pas question dans le programme que j'ai lu d'une confrontation ou d'un quelconque antagonisme. Oui. Le président Ousmane Sonko, le président Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko appellent à un renforcement de nos souverainetés sur tous les plans. Oui. Je pense que pendant la campagne... Le souverainisme économique, c'est sur cette base que le projet a été adopté par le peuple. Ce n'est pas forcément de l'antagonisme. Je pense qu'en parlant de coopération gagnant-gagnant, l'étranger même... Oui, mais on a entendu quelques discours hostiles quand même. Bon, je pense que... Mais dans le fondement du projet, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière que dans les années 50-60, quand le Japon s'est développé et devenu un pays émergent, après avoir été bombardé farouchement, terriblement bombardé. Les Européens pensaient que le développement du Japon allait être quand même un jeu à somme nulle, allait causer des problèmes pour l'Occident. Mais en même temps que le Japon s'est développé, l'Occident a connu les 30 glorieuses années. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal peut se développer. Je pense que les idées, la présence d'intérêts étrangers, de multinationales, est un atout majeur qu'il faut fortifier. En même temps que ce privé international, que ces capitaux étrangers doivent être une base pour tirer le secteur privé sénégalais vers une masse critique qui pourra lui permettre de jouer son rôle dans l'industrialisation du pays. D'autant plus que l'État veut mettre en place un modèle économique endogène, donc l'État, le nouveau régime, un nouveau modèle économique endogène, d'industrialisation par substitution aux importations. Comment expliquer ce repli sur soi économique quand on sait le besoin de financement qui est encore énorme dans nos pays? Oui, c'est pourquoi j'ai appelé à la prudence. Il ne faut pas braquer le régime contre les multinationales ou bien contre l'Occident. Je pense que ce à quoi nous appelons au Sénégal, c'est à la souveraineté, à l'indépendance. Parce que ce que le PSE n'a pas su faire, c'est d'enlever les vulnérabilités de l'économie sénégalaise et doter l'extraversion profonde. On commence à sentir le fléchissement quand même dans votre discours. Parce que ça, ce n'était pas le discours de conquête aussi. Non, mais c'est-à-dire que, vous savez, moi, c'est important de le rappeler. Moi, je suis dans l'arrière-plan, je ne sais pas comment j'ai l'appelé. Je suis Rappelons aussi que vous avez soutenu et défendu le projet, qui est le programme. Non, le projet est une philosophie. Je pense que sur les options, les plans, les programmes qui sont lancés, les projets qui vont être lancés, et tout ça, moi, je ne peux pas aller dans ces détails-là. Mais il y a une philosophie fondamentale qui porte ce projet. C'est la souveraineté sur tous les plans, où ça peut l'être. L'introversion, si je peux m'exprimer ainsi, de l'économie sénégalaise, et pour enlever les dépendances multiples que nous avons, et également le respect des institutions, des règles et des règlements après les avoir révisés en profondeur. Je pense que quand Ousmane Sonko parle de système, il a bien précisé. Quand le Premier ministre Ousmane Sonko parle de système, il a bien précisé que ce n'est pas une question d'homme. Vous avez vu quand même il y a des gens qui se lamentent du fait qu'il y a des gens... Le nouveau régime cherche des compétences. J'entends bien. Et maintenant, sur le plan économique, pourquoi un repli sur soi quand on sait le besoin colossal de financement de nos pays? Ce n'est pas une question de repli en soi, moi. C'est vous qui l'appelez comme ça. La souveraineté, le combat pour la souveraineté. Mais, Chérif, depuis 1960, vous êtes en coopération avec des puissances sur le plan monétaire, sur le plan économique. Mais ceci, au bout de 64 ans, ne vous a pas permis d'être un pays industrialisé. Vous avez le taux de pauvreté le plus important dans le monde. Vous avez le coût de la vie. Dakar fait partie du top 10 des villes les plus chères au monde. Vous avez la pauvreté, le taux de chômage le plus important, un chômage massif. Donc, aujourd'hui, c'est normal que des autorités sénégalaises... Le taux de chômage, il est de 20%. Non, 23%. Oui. Donc, non, mais ça, c'est le chiffre officiel. Oui. Voilà, donc, c'est le chiffre que nous avons. C'est le chiffre que vous avez, mais attention. Le chiffre sur le chômage que vous avez... Oui. Vous avez un autre chiffre? Non, le chiffre que vous avez... Moi, je ne suis pas un organe de statistique. Le jour où on me donnera les moyens, je ressortirai un bon taux de chômage examen. Ce que je peux vous dire, c'est que le taux de chômage qu'on vous donne, c'est le taux de chômage calculé sur la base des personnes qualifiées,
des personnes en âge de travailler qualifiées. En somme, c'est plus que ça, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Des personnes en âge de travailler qui sont qualifiées et qui sont à la recherche de travail. D'accord. Ce sont ces gens-là qu'on parle. Il y a des gens qui ne savent pas que... Pour être exact, c'est 19,5%. Moi, je pense que même dans le... oui, mais bon, c'est quand même le chiffre officiel. Mais aujourd'hui, concrètement, professeur Mounirou Ndiaye, quelle est la marge de manœuvre? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour baisser le coût de la vie? Est-ce qu'il y en a ou pas aujourd'hui à date? Sinon, parce que qu'est-ce qu'on risque? C'est quoi? C'est l'immobilisme au niveau des prix? Moi, je vous dis, de la même manière que je l'ai dit sur la question monétaire, il y a un certain charlatanisme qui est un peu développé sur ces questions d'inflation. Je pense que arbitrairement, la Banque de Nouvelle-Zélande a fixé une base de 2% d'inflation. Avec la règle Taylor, les banques centrales se basent sur ce taux-là, mais c'est arbitraire. Oui. Je pense qu'un taux d'inflation jusqu'à 5%, c'est raisonnable chez nous, alors qu'il se situe à ce niveau-là. Oui. Ce n'est pas la question. La question, c'est aujourd'hui une question de pouvoir d'achat. Étant entendu que vous n'avez pas encore la maîtrise sur l'offre, vous importez pour 110 milliards de francs CFA de blé, vous importez 1 250 000 tonnes de riz, vous importez de l'oignon, vous importez beaucoup de produits, vous importez de l'électroménager, du carburant. Pour le moment, on en importe. Donc, vous voyez que vous n'avez pas de maîtrise. Au lieu de perdre son énergie à vouloir maîtriser quelque chose d'immaîtrisable, je pense qu'il faut se focaliser, moi, la proposition que j'ai faite sur la création de richesses, la distribution de richesses, la lutte pour le pouvoir d'achat. C'est ce que j'ai donné comme exemple pour le père de famille qui travaille. On lui propose, est-ce qu'on va essayer de vous aider pour baisser les prix, ou bien est-ce que un autre membre de votre famille, on peut lui donner du travail? Il va dire oui, trouver du travail à un autre membre de ma famille, c'est ce qui permettra de renforcer le pouvoir d'achat de la famille. Je pense qu'aujourd'hui, la préoccupation fondamentale du nouveau régime, c'est la création de richesses, la création d'entreprises, la création d'emplois. Oui. Et il ne faut pas quand même créer les conditions de fragilisation qui vont empêcher d'avoir cela. J'y revenais tout à l'heure. Je dis qu'en 2012, le président Macky Sall a eu toutes les difficultés. Avec un PIB comprimé comme ça, des tensions récurrentes budgétaires, il a été obligé pour le financement du PSE d'aller solliciter le groupe consultatif de Paris. Tout à fait. Pour la première phase, on est parti, on a eu 3 927 milliards d'engagements. Même pour la deuxième phase, si la première phase avait bien fonctionné, et que les moteurs avaient été révisés et que la croissance était là, il n'y aurait pas besoin quand même d'aller solliciter encore à ne pas 7 356 milliards. À ne pas commettre ces mêmes erreurs. Voilà, il ne faut pas commettre ces mêmes erreurs. On va parler de quelques propositions qui figurent dans le projet, mais juste une proposition que vous avez également formulée et qui attire mon attention, c'est une autorité nationale de régulation économique à la place de l'agence de régulation des marchés. Pourquoi? Bon, moi je pense que la régulation économique, c'est un des fondements. Oui. Non seulement qui va servir la cause du chômage, mais va servir globalement la cause économique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas qu'en matière de régulation, il y a deux types de régulation. Il y a la régulation sociale. Là, on parle de bourse sociale, on permet à des gens qui sont pauvres, on leur permet d'ajouter le revenu, de redistribution secondaire des revenus. Il y a la régulation économique qui est basée sur des investigations pour cataloguer, pour déterminer les véritables coûts, afin de limiter les marges de profitabilité pour les entreprises. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous loue son bâtiment et que vous dit le prix s'étend, vous n'avez aucun fondement pour dire quel a été le coût de base. Si on a donc un organe de régulation qui doté des moyens nécessaires, on pourra faire toutes les investigations à la base pour homologuer les prix, pour les harmoniser et non seulement encadrer le profit au niveau des entreprises, mais également encadrer la qualité et tout ce qui va avec. Je pense que donc cet organe de régulation-là, il faudra l'avoir dans le pays. Ce n'est pas la peine de créer beaucoup d'agences de régulation. Nous avons déjà l'ARTP qui fait un bon boulot. Nous avons la commission de régulation du secteur de l'énergie. Nous avons d'autres régulateurs qui sont dans le pays. Moi, je pense qu'il faut passer à un organe horizontalement intégré. Cette autorité ne sera pas sous la tutelle d'un ministère. Voilà, il ne faut pas que ça soit sous la tutelle du ministère parce qu'il faut des organes indépendants de régulation. Parce que le théoricien, l'économiste qui est à la base de ces options-là, c'est Williamson.
il a été prix Nobel d'économie en 2009. Mais Williamson avait parlé d'autorité indépendante qui n'est pas sous l'influence du gouvernement. Parce que si un régulateur est sous l'influence du gouvernement, il peut quand même, par échange de faveurs, servir les intérêts du gouvernement. Mais si c'est indépendant et qu'on lui donne les moyens, ça peut permettre quand même de régler beaucoup de problèmes et de trouver un moyen pour optimiser les dynamiques tarifaires et de qualité. Oui, un mot quand même sur quelques propositions qui figurent dans le projet, je l'ai dit tantôt. Le nouveau régime veut créer une seule agence gouvernementale portant les politiques d'emploi, dénommée la Grande Agence gouvernementale sur l'emploi et le travail, le GADG, et un bureau du suivi et évaluation des politiques d'emploi et de travail. Je vous pose la question parce qu'encore une fois, vous avez écrit là-dessus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va dans le bon sens? Bon, je pense que ça a été... ça a démarré avec Macky Sall, parce que quand le président Macky Sall est arrivé... Oui, mais Macky Sall n'est plus au pouvoir. Ouais, moi, je pose des questions sur l'historique. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait la fusion de l'ANAMA. Effectivement, il y avait la fusion de l'ANAMA, du FNPJ et de l'OFEJBAN et de l'ANEJ qui avait donné l'ANPEJ. Il y avait en même temps la création de beaucoup d'instruments tels que le foncier et le foncier. C'est vrai que ces instruments-là, éparpillés, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas d'envergure. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de migrer vers une institution globale qui va centraliser tout ça, ça permettra d'avoir plus de visibilité, beaucoup plus d'efficacité dans l'action. Je pense que ça pourrait même permettre d'avoir des budgets consolidés, des budgets vraiment accumulés, beaucoup plus consistants, qui permettront même d'accompagner le secteur privé vers l'accès au marché public. Je pense que là aussi, c'est des pistes importantes que je trouve quand même très pertinentes. Mais là, vous parlez plutôt de la banque publique d'investissement qui va être créée et qui va regrouper ces agences, le FONSIS. Mais même pour l'emploi... Là, on parle de l'agence gouvernementale de l'emploi. C'est vrai, il faut quand même... il faut que le gouvernement parle d'une seule voix sur la question de l'emploi. Parce que c'est une question... Vous savez, gérer... Aujourd'hui, c'est une question d'information. La matière première principale de la production aujourd'hui, que ce soit des services publics ou privés, c'est l'information. En ayant un organe unifié, l'information pourra mieux circuler. Il y aura possibilité de développer une véritable stratégie d'intelligence économique gouvernementale qui permettra d'avoir beaucoup de vigueur et d'efficacité à l'action. Parce que ça aussi, c'est en théorie économique, on est d'accord sur cela. C'est qu'il faut quand même éviter les cloisons en matière de coordination. Et ceci pourrait permettre quand même d'être plus efficient, plus efficace dans l'action et avoir des résultats beaucoup d'envergure. Oui, on a parlé beaucoup de mutualisation et de rationalisation. Concernant la question du chômage, vous avez écrit là-dessus, le chômage au Sénégal, problématique et pistes de solutions. Quelles sont les pistes de solutions justement, parce que c'est vraiment le cœur du problème après la cherté de la vie, le chômage des jeunes notamment? D'abord, j'ai dit quelque chose dans l'ouvrage. Certains m'ont posé la question, est-ce que l'État doit être un employeur? Moi, j'ai dit que l'État doit jouer son rôle, le premier employeur. C'est pas que l'État seul doit employer. L'État du Sénégal emploie 177 000 personnes, donc c'est le premier employeur. Aujourd'hui, avec les inefficacités, ce que j'appelle les slacks. Les slacks, c'est les insuffisances en input, les surcoûts en input et les insuffisances en output, pour comprendre slacks. Avec tous les slacks qu'il y a au niveau de l'action de l'État, d'inefficacité, de prévarication, de détournement, de tout ça, si on arrive à rationaliser cela, nous savons pertinemment qu'au niveau du cadre de vie, de la police, de la gendarmerie, de la défense globalement, au niveau de l'assainissement, au niveau du nettoyage, au niveau de l'éducation surtout, il y a beaucoup de déficits d'effectifs dont l'ajustement pourra permettre de générer des dizaines de milliers d'emplois. Et ceci ne pourra être possible que si l'État optimise ses recettes, maximise ses recettes et les rationalise. Je pense que là aussi, il faudrait que ça soit clair. Le nouveau régime, quand même, a cet atout-là, cette volonté de mettre de l'ordre, de l'assainissement dans les finances publiques qui permettront de dégager les marges nécessaires pour ajuster ces effectifs-là. Ça pourrait être une source de quelques milliers, de dizaines de milliers d'emplois qui pourront être créés dans le court et le moyen terme. Deuxièmement, c'est que le PIB est très pauvre en matière d'emploi. La teneur en emploi du PIB est faible et le PIB ne peut pas être un bon indicateur. Je donne un exemple. Le taux de chômage était à 11,2% en 2011. Pourtant, Abdoulaye Wade l'a pris à 16% officiellement quand il est arrivé au pouvoir. Et avec une moyenne de croissance de 3% jusqu'en 2011, il a pu baisser ça à 11,2%. Et pourtant, paradoxalement, le président Macky Sall, qui a eu une moyenne de croissance de 6% durant son magistère, le taux de chômage s'est aggravé. Ouais, donc, ce que mon ami Ndongo Sambassi l'a
dit chaque fois qu'il fait des publications sur l'emploi, il dit le trickle-down économique, c'est-à-dire le fait de penser que augmenter la production, augmenter la croissance pourra permettre de régler la question du chômage. Ça ne peut pas l'être si une bonne partie de ces créations de richesses-là vont dans la poche d'individus, de multinationales. Il faut aujourd'hui réorganiser la répartition secondaire des richesses. Je pense qu'aujourd'hui, la teneur en emploi du PIB doit être améliorée fondamentalement pour espérer quand même créer des emplois conséquents qui permettront de juguler la question du chômage. Troisièmement, c'est tout ce qu'on faisait jusqu'ici. Nous savons que depuis Senghor, on a échoué. Parce que Senghor a initié les programmes GOPEC, les groupes opérationnels qui étaient destinés à financer le monde rural à l'époque, jusqu'à partir de 1978. Mais au bout de quelques années, ce mécanisme de financement qui destiné au monde rural avait été inefficace. Parce que c'était un mécanisme de crédit revolving. On prêtait à des gens, s'ils remboursent, on prête à d'autres. Mais malheureusement, le taux de recouvrement était de 2%. Et ce projet a été abandonné. Abdou Diouf est arrivé au pouvoir. Mais lui, il était assailli par des contraintes liées à l'ajustement structurel. Tout à fait. Et il n'a pas pu quand même réussir sur le plan de l'emploi, malgré le programme Maîtrisard, la création de la SONAGA, de l'AGETIP et tout ça. Donc Abdoulaye Wade a été donc élu sur la base de l'échec sur l'emploi d'Abdou Diouf, parce que la population sénégalaise s'était beaucoup rajeunie. D'ailleurs, le professeur Matar Diouf, qui disait que son parti sonnait plutôt comme parti de la demande sociale et non parti démocratique sénégalais. Absolument. On se rappelle qui n'a pas d'emploi, les jeunes levaient la main. Mais malheureusement, lui-même, en 2011, il a reconnu qu'il avait échoué sur l'emploi. Le président Macky Sall, qui est venu avec les mêmes mécanismes, les mêmes programmes, les mêmes fonds, a reconnu en mars 2021 qu'il avait échoué sur l'emploi. Pourquoi? Parce que Abdou Diouf n'a pas évalué Senghor correctement. Abdoulaye Wade n'a pas évalué Abdou Diouf correctement. Et pourquoi? Et Macky Sall n'a pas évalué Abdoulaye Wade, n'a pas évalué. Aujourd'hui, j'ai entendu le mot évaluation dans l'organe qu'ils vont créer. Il faudrait aujourd'hui, sans tarder, procéder à l'évaluation. Tout ce qu'on peut évaluer, qui permet d'avoir des données probantes, permettant de faire des rétroactions dans l'action publique, pour créer des programmes d'emploi beaucoup plus prometteurs, je pense qu'il faut le faire. Et comment Bassirou Diomaye Faye réussirait là où ses prédécesseurs ont échoué? Il faudrait tout de suite, parce que moi j'ai dit une chose. Selon vous, la décision doit être basée sur des données probantes. Il faut qu'on croie aux évaluations dorénavant. Il faut qu'on croie à la recherche, à la prospective. Il faut que l'État se rapproche des universitaires, se rapproche des laboratoires de recherche pour qu'on ait les bonnes informations. Je vous ai dit tout à l'heure que l'information, les données, c'est la matière première aujourd'hui. Parce central. Que toute l'économie est aujourd'hui, le lit de l'économie maintenant, c'est l'économie numérique, c'est l'intelligence artificielle. Et l'information, la donnée, c'est vraiment ce qui est fondamental. Il faut aujourd'hui que dans l'État, parce que j'ai proposé d'ailleurs qu'il y ait un conseil d'analyse économique à la place du bureau de prospective économique qui existe déjà. Il faut un grand conseil d'analyse économique qui puisse faire la consolidation de toutes les velléités et les actions qui sont faites au niveau de la prospective. Je pense à mes amis de l'IPAR, Initiative Prospective Agricole et Rurale, qui ont fait beaucoup de travaux sur le plan de l'agriculture, qu'on commence maintenant, dorénavant, à se baser sur ces données-là, sur ces informations-là, pour avoir des décisions beaucoup plus pertinentes, des décisions qui auront des impacts beaucoup plus perceptibles pour les populations. Merci beaucoup, professeur Mounirou Ndiaye. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.